Come on, folks, you can be more courageous and come to the center. Allez-y, Come on. mesdames et messieurs, n'ayez pas peur, mettez-vous au centre. No, we don't want you to sleep, Ma. No, I know you had a long trip, but really. Non, vous n'êtes pas là pour faire la sieste. So, good morning, everyone, and welcome. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. My name is Gershon Baskin, and Je I'm m'appelle Gershon Basking. J'ai le privilège et l'honneur de modérer cette session de ce matin sur la construction de nouveaux récits pour la paix, comprendre pour se reconnaître. Nous sommes ravis de vous voir ici avec nous à Paris. Bien évidemment, la question reste de savoir comment nous allons rentrer chez nous. On nous a assuré que le gouvernement français travaille sur la question. Peut-être qu'il va falloir rester ici quelques jours de plus, négocier la paix et rentrer chez nous avec un traité de paix. Ça pourrait être très bien. Peut-être qu'on peut traverser la rue, aller à l'ambassade iranienne, leur dire que nous voulons également la paix avec l'Iran. Et bien évidemment, nous nous préoccupons tous de ces développements récents. Et je commencerai donc par mentionner cette situation entre Israël et Gaza. Je mentionnerai aussi que nous avons essayé de faire venir une cinquantaine de Gazaouis qui sont au Caire aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ont attendu pendant une cinquantaine de jours avoir un visa à l'ambassade au Caire. Et nous avons travaillé avec le renseignement pour qu'ils puissent quitter l'Égypte et y retourner après cette conférence. Et malheureusement, dû à des raisons qui sont hors de notre contrôle, seulement 3 de ces Gazaouis qui prévoyaient de venir ont pu obtenir leur visa et ils sont donc ici avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis. Il y a eu un Zoom hier soir avec les personnes qui n'ont pas obtenu leur visa car ils et elles voulaient nous envoyer un message, nous dire que même si ils ne sont pas à cette conférence, ils encouragent leurs collègues de Gaza et d'ailleurs de travailler ensemble pour trouver une solution pour la paix. Je crois que c'est un beau geste de la part de ces personnes qui ont tout perdu, des membres de leur famille, leur maison, leurs moyens de subsistance et qui vivent dans l'exil au Caire maintenant. Donc, dans le cadre de la préparation de cette séance, nous avons échangé avec ces personnes par Zoom. J'ai participé à une de ces réunions Zoom en arrière. J'écoutais simplement et je dois dire que c'était tout à fait remarquable. Chacune de ces personnes, chacune de ces Gazaouis qui voulaient venir à Paris ont dit qu'ils voulaient venir à Paris pour dire qu'ils voulaient vivre en paix avec les Israéliens. Personnellement, j'ai été fasciné par cette attitude. Je connais beaucoup de Gazaouis. Je sais que beaucoup d'entre eux regardent leur vie sur ces 2 dernières années et se rendent compte que la seule solution, c'est la paix, que cette guerre doit être la dernière. Aujourd'hui, donc ce matin, nous allons nous concentrer sur l'aspect humain des récits, de la souffrance de 2 peuples qui vivent dans le trauma. Si on regarde l'opinion publique chez les Palestiniens aujourd'hui, il faut comprendre que lorsque ils sont sondés, les réponses à ces sondages ne sont pas toujours le résultat d'une réflexion logique, cohérente, car ces personnes traversent une expérience traumatique et il faut comprendre cela. Nous avons donc une table ronde très intéressante prévue pour vous avec 4 panélistes qui vont chacun se présenter eux-mêmes, donc je ne vais pas perdre de temps à les présenter. Il y aura donc plusieurs questions qui leur sont posées. Nous allons regarder les questions des récits et surtout, on va se concentrer sur se tourner vers l'avenir. Ces nouveaux récits qu'il nous faudra créer pour atteindre la paix et la réconciliation. Je vais commencer par donner la parole à Leila Sansour, qui va se présenter elle-même. Leila. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci à Gershon de m'avoir donné la parole. Je m'appelle donc Leila Sansour. Je suis une réalisatrice palestinienne. Je travaille donc dans le secteur des médias. Et ces 2 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à couvrir la situation dans la bande de Gaza. Et je pense que toutes les personnes qui ont eu la même expérience que moi, bien sûr, c'est toujours plus difficile pour les personnes qui sont sur le terrain directement. Et c'est très difficile d'aborder ces sujets
avec légèreté. Comme Gershon, je suis profondément désolé que les Gazaouis qui devaient venir aujourd'hui n'ont pas pu obtenir leur visa, car c'est eux qui devraient pouvoir monter sur scène à l'occasion de cette conférence. Je suis sûr que vous connaissez tous la situation, vous savez qu'elle est extrêmement difficile. Je ne veux pas me concentrer sur ça parce que si nous sommes ici, c'est pour dire que ça doit être la fin de la violence et qu'il nous faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aller de l'avant et trouver des solutions. Je crois que nous n'avons jamais voulu la paix avec autant de détermination et de force que la guerre a été menée. Et je crois qu'il faut réfléchir maintenant avec sérieux à la façon dont l'on trouvera cette paix. Alors quand on demande à des gens comme moi de nous exprimer pour ce genre de table ronde, on s'attend toujours à ce que l'on dise des choses comme oui, on comprend l'autre côté, nous voulons écouter, entendre. Et oui, c'est vrai, mais je veux dire aussi que ce problème, il est asymétrique. C'est important de garder cela à l'esprit. À chaque moment où l'on parle de ces questions, en tant que Palestiniens, nous vivons sous une occupation militaire depuis maintenant des décennies. Et je comprends bien que ce n'est pas quelque chose qui est facile à comprendre. Cette tragédie, ce trauma dont vous parliez, Gershon, ce n'est pas que les événements des derniers mois. C'est quelque chose qui se produit depuis des décennies maintenant. Et je crois qu'il est grand temps de trouver une solution à cette situation. Les Gazaouis, eux aussi, veulent une solution. Eux aussi rêvent un avenir où il y a la paix, où la région est partagée et où ces peuples vivent ensemble. Mais j'espère que les personnes qui sont là aujourd'hui pourront comprendre la nature extrême de l'expérience palestinienne. J'espère vraiment que nous allons trouver des solutions pour aller de l'avant et nous diriger vers un avenir meilleur. Merci, Leila. Je donne maintenant la parole à Ashraf Ajami. Bonjour à tous et à tous, je suis Ashraf Ajrami, je viens de la bande de Gaza. Je vis à Ramallah depuis 2007. Je suis journaliste et analyste politique. Je suis également responsable de DAMO, une organisation de développement à but non lucratif. Je voulais vous parler de l'opinion publique chez les Palestiniens. Cette opinion publique chez les Palestiniens, elle a fortement changé depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Surtout dans la bande de Gaza, la majorité des Palestiniens qui habitent dans la bande de Gaza ne veulent pas un retour à la situation d'avant la guerre. Ce que eux veulent, c'est se libérer de l'autorité du Hamas, de la violence, des guerres, des conflits, de toutes ces circonstances anormales qu'ils traversent. Aujourd'hui, les Palestiniens de la bande de Gaza ont beaucoup d'espoir dans l'après-guerre et qu'il y ait un véritable changement. Ce qui est le plus important, c'est donc de mettre un terme immédiat à cette guerre pour permettre à l'aide humanitaire d'arriver sur la bande de Gaza pour ensuite entamer un processus politique sérieux. C'est vraiment la préoccupation principale des Palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie. Il y avait un soutien important au Hamas en Cisjordanie aussi au début de la guerre, parce que l'image c'était que le Hamas avait vaincu, ou battu en tout cas, l'armée israélienne, mais après, quand on a commencé à se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe, notamment dans la bande de Gaza, et cette
alliance de résistance les rangs, etc., finalement n'aidait pas les Palestiniens. Je crois que cela a déclenché un changement dans l'opinion publique palestinienne. Le soutien au Hamas a fortement baissé et aujourd'hui, la majorité des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza soutiennent une solution pacifique. Je crois donc que nous avons l'opportunité aujourd'hui de nous orienter vers ces solutions pacifiques. Les circonstances, même si elles sont catastrophiques, désastreuses, que la situation est extrêmement difficile, insupportable, euh, les Palestiniens veulent tout de même un changement. Ils veulent se diriger vers un véritable accord de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Pour moi, ce qui est le plus important dans les deux populations, c'est le leadership, leurs dirigeants. Si ces deux peuples bénéficient de dirigeants courageux qui chercheront et signeront un accord, je crois que ni les Palestiniens ni les Israéliens n'hésiteront à soutenir un tel accord. Voilà, je m'arrête là et nous pourrons y revenir. Merci, Ashraf. Naomi Stenberg. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci au Forum de Paris pour la paix de nous avoir invités ce matin. Comme à chaque fois que nous sommes sur une scène, il faut faire un appel à une fin immédiate à cette guerre et un retour de tous les otages. Je représente donc ici l'initiative de Genève. Nous avons beaucoup de représentants ici aujourd'hui, notamment des ministres, ainsi que ma partenaire de la coalition pour la solution à deux États. Et j'ai donc l'honneur d'être sur scène devant vous. Je suis la directrice de conflit des genres à l'initiative et aussi co-directrice de la coalition deux États qui vise à rassembler les sociétés civiles palestiniennes et israéliennes. Je fais aussi une thèse de psychologie sur ce conflit. Je suis militante également de longue date, notamment dans le féminisme. Et ce matin, mon message, il est que, encore une fois, on observe que lorsque l'on ne travaille pas activement à établir la paix, le résultat, c'est la guerre. Et il faut mettre un terme immédiat à cette guerre. Mauzinoun, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois beaucoup d'amis palestiniens, israéliens, mais je ne vois pas ma sœur Mo. Nous étions dans la même chambre hier soir, et donc peut-être que elle en a eu assez de moi, donc j'espère qu'elle profite bien de son panel. Israël vient d'entamer une guerre contre l'Iran. Alors on se demande sûrement tous comment parler de paix aujourd'hui. Un responsable juif, Yosef Aglili, un rabbin, juste après la destruction du deuxième temple, a déclaré que la paix, c'est tellement important que lorsque la guerre arrive, il faut préserver la paix. Nous sommes ici donc pour parler de paix, pour permettre une reconnaissance mutuelle, et nous appelons le président de la République française, Macron, à reconnaître l'État de Palestine. La France doit reconnaître l'État de Palestine et amener le reste des Nations Unies dans cet effort pour mettre un terme permanent à cette guerre dans le Proche-Orient. Je m'appelle Maoz Inon. Depuis 20 ans, je participe à différentes initiatives conjointes entre les Juifs et les Arabes en Israël. Et après la mort de mes parents le 7 octobre, le jour de l'attaque du Hamas, mes frères, sœurs et moi-même avons décidé de rejeter la revanche, la vengeance. Nous avons compris que la vengeance ne ramènerait jamais nos parents et que la vengeance ne mène qu'à une escalade du bain de sang,
de la haine et de la peur dans laquelle nous sommes piégés depuis 100 ans. Ce cycle, il n'a pas commencé le 7 octobre, cela fait 100 ans. Mon objectif, c'est d'atteindre la paix d'ici 2030. Et pour cela, j'ai développé 5 étapes pour atteindre la paix d'ici 2030 que je partagerai avec vous. Et puis Naomi, j'aimerais exprimer un accord avec vous. Vous avez dit que nous devons dire, mais non, il ne faut pas parler, il faut agir. Nous devons agir ensemble pour mettre un terme à la guerre à Gaza, en Iran, et pour entamer un nouvel avenir, une nouvelle vie, un avenir que nous méritons toutes et tous, Palestiniens, Israéliens, un futur fondé sur l'égalité, sur la reconnaissance mutuelle entre ces peuples, cette réconciliation pour se reconstruire dans la sécurité et la sûreté. Nulle part dans la civilisation humaine, la force militaire n'a su apporter sûreté et sécurité. Ici, à Paris, capitale de la France, un pays qui a fait la guerre contre tous les autres pays d'Europe. La France a été en guerre pendant toute son histoire contre tous ses voisins européens. Sauf le Danemark. Personne n'a pu m'expliquer pourquoi la France n'a jamais fait la guerre contre le Danemark. Et aujourd'hui, il y a une conférence sur la paix qui s'organise à Paris. Et je souhaite donc, j'appelle de mes voeux, une conférence sur la paix à Israël en 2030, capitale partagée entre les Palestiniens et les Israéliens pour établir la paix dans le monde entier. Merci beaucoup, Maus. Alors, les Danois, en fait, ils faisaient la guerre contre les Suédois, donc ils ne pouvaient pas faire la guerre contre les Français. Alors, je vais être un peu provocateur pour ce prochain cycle d'intervention. L'historien palestinien Rachid Haladi, dans son dernier ouvrage, je ne sais pas si certains l'ont lu, La guerre de 100 ans contre la Palestine, explique, en fait, 90% de cet ouvrage consiste à donner des détails historiques du colonialisme, du sionisme en Palestine, le vol des terres palestiniennes par les Israéliens. Très intéressant, très documenté. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c'est son dernier chapitre, dans lequel il nous dit la chose suivante. On ne peut pas s'attendre ou attendre des Palestiniens qu'ils légitimisent le sionisme. Ce n'est pas possible. Ne nous demandez pas de faire ça, d'accepter ce vol de nos terres, de nos droits de vivre sur nos terres. Cependant, les Palestiniens doivent quand même dépasser leur récit et accepter la réalité de l'existence d'Israël. Il y a 7 millions de Juifs israéliens et 7 millions de Palestiniens arabes qui vivent entre le fleuve et la mer. Et ce que Rachid nous a à dire de manière très concise, c'est que les Palestiniens ils doivent aussi aller au-delà de leur récit. Si nous voulons trouver la paix sur notre terre, si nous voulons l'indépendance, la libération, la dignité, il nous faut comprendre que les Israéliens aussi ont besoin de sécurité et qu'il faut leur garantir également. Alors aujourd'hui, les différentes campagnes pro-palestinienne avec ce slogan du fleuve à la mer, la Palestine sera libre, en fait, qui nie ce que nous a Rachid Haladi, à savoir, et cela consiste à nier l'existence même d'Israël. Donc ce que j'aimerais proposer aujourd'hui, c'est que nous adoptions un nouveau slogan. Du fleuve à la mer, 2 États. C'est le récit qu'il nous faut façonner. Reconnaître que les deux côtés ont un problème de légitimité dans leurs prétentions. Cette idée que la légitimité, elle réside dans l'histoire. Il nous faut adopter un autre récit, un nouveau récit qui met de côté toutes ces prétentions de légitimité d'un côté et s'intéresse plutôt à la réalité de l'existence de ces deux peuples. Qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs? N'hésitez pas à rebondir sur ce que vous voulez. Oui, j'aime beaucoup ce que vous nous dites là. Je comprends d'où vous venez, mais dans mon expérience personnelle et pour toutes les personnes qui ont vécu les accords d'Oslo et post-Oslo, il est facile de voir que la société palestinienne, ça fait bien longtemps qu'elle accepte la solution 2 États, même
dans les moments les plus difficiles de cette période, les Palestiniens se sont toujours comportés en acceptant ce compromis historique majeur. Et pour être juste, et on en parlait entre nous juste avant de monter sur scène, je je suis convaincu qu'une partie de la société palestinienne, de la société israélienne a peur que les Palestiniens ne les acceptent pas, n'acceptent pas de coexister avec eux. Mais moi, dans mon cœur et dans celui de la plupart des Palestiniens, et je crois que c'est justifié, le problème, ce n'est pas cette peur de la part des Israéliens, mais c'est qu'il y a une grande partie de la société israélienne qui euh, ne conçoit pas des frontières à Israël, que cela va même au-delà de la mer et du fleuve. Voilà, même depuis Oslo, les, euh, les nombres d'Israéliens qui sont arrivés dans ma région a doublé, alors que ce n'était pas prévu par ces accords. Voilà pourquoi nous appelons la France, Macron et tous les pays occidentaux à reconnaître l'État de Palestine, ce qui est un prérequis pour que cette conversation puisse se tenir. Une conversation où les Palestiniens doivent être assurés que nous sommes pris au sérieux. En reconnaissant Palestine, cela nous rassurerait que ces attitudes problématiques dans la communauté israélienne seront remis à leur place et qu'on leur dira non, vous devez vous asseoir autour de la table et négocier à partir de cette réalité, à savoir que Palestine est un État souverain. C'est le message positif qui peut être envoyé aux Palestiniens. Si la Palestine est reconnue comme un État, cela sera un message positif qui, je pense, fera que les Israéliens regardent la situation avec honnêteté et comprendront qu'il faut s'asseoir autour de la table de négociation, que l'eau doit couler sous les ponts pour que l'on s'attaque à cette solution à deux États avec une Palestine souveraine. Merci Leila. Naomi? Alors oui, j'ai quelque chose à dire à Leila et de manière générale. Quand on regarde la société israélienne, quand on regarde les sondages, qui, je sais, ont un impact important sur le sentiment d'espoir, je crois qu'il faut prendre en compte que les personnes ont des réactions, des sentiments, des interactions qui sont celles que l'on peut attendre d'eux dans le cadre d'un conflit violent et durable, déjà. Ensuite, quand on parle de construire des nouveaux récits, il faut reconnaître l'effort dans ce sens pour atteindre une situation où la majorité des Israéliens considèrent que les Palestiniens ne sont pas prêts à négocier pour la paix. La droite israélienne comprend que la majorité des Palestiniens ne sont pas des idéologues, ils sont pragmatiques par nature. En effet. Mais ce qui se passe, c'est que la droite israélienne a compris ça et depuis 20 ans a investi dans un récit justement où non seulement la solution à deux États devient de moins en moins visible sur le terrain, mais où en plus les Israéliens ne cherchent pas d'interlocuteur palestinien. Et lorsqu'un interlocuteur palestinien semble se présenter, émerger, ils vont trouver toutes les excuses pour ne pas reconnaître cet interlocuteur. Et ce que l'on voit en ce moment, surtout depuis ce matin, c'est cette doctrine du choc. On est complètement désorienté, choqué, traumatisé par des cycles quotidiens euh, où voilà, chaque journée, en termes de trauma, correspond à 10 ans pour n'importe quel autre pays. À la Geneva Convention, nous nous efforçons à mettre en place des actions politiques pour réfléchir à ce à quoi devrait ressembler la réalité. Alors, le dialogue, ce n'est jamais facile, c'est même douloureux, mais nous comprenons que quand on parle de récit, il faut pouvoir reconnaître le récit de l'autre partie sans forcément avoir à l'adopter. Et ces deux récits qui doivent pouvoir exister en parallèle
Et en même temps, c'est, je crois, ce à quoi fait référence Rachid, l'historien dont vous parlez. Il faut comprendre qu'il peut y avoir des perspectives différentes sur des mêmes faits historiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de réconciliation, quand on parle de construire un récit qui encourage la réconciliation, il faut aussi reconnaître et bien insister sur le fait que ce n'est pas une question d'abandonner notre douleur. Chacun a ce besoin de, de se saisir de sa propre douleur, que les autres la reconnaissent, qu'ils reconnaissent que c'est une douleur réelle, profonde. Il n'y a pas que certains Israéliens qui ont peur, tous ont peur. Et croire que les Israéliens ne veulent pas la paix, c'est, je crois, un mensonge. Alors notre gouvernement ne veut pas la paix, ne veut pas abandonner le pouvoir qu'il a obtenu. Mais ce que je veux dire, c'est que pour obtenir une réconciliation, je crois qu'il faut commencer par dire que ce n'est pas nier la douleur, c'est refuser d'en faire une arme. Ashraf, je fais souvent des conférences avec Salman Ashrawi auprès des Israéliens, de Palestiniens, et ce que mon homologue dit, quand il s'adresse à ces publics, ce qui me surprend au début, c'est qu'il dit que nous, Palestiniens, nous, musulmans, devons reconnaître que les Juifs ont un lien avec cette terre. Ils ont toujours été là. Et nous, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas nier ça. Ça fait partie de notre religion, de notre histoire. Il dit ça et je crois que c'est difficile pour certains Palestiniens d'entendre ça. Et eux, les Israéliens, quand ils entendent ça, ils se disent « Waouh ». Mais ensuite, il ajoute quelque chose. Il dit « Je veux vous rappeler, à vous les Israéliens et vous les Juifs, que vous n'étiez jamais là seuls. Vous avez toujours partagé cette terre avec d'autres. Et ces autres, c'est nous. » Ça, c'est, je crois, un premier pas vers la reconnaissance mutuelle que je n'ai pas entendu prononcer par qui que ce soit d'autre en 47 ans. Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que vous pensez que si vous disiez cela, il y aurait une acceptation de la part des Palestiniens ou pas? Je crois que ce n'est pas juste de dire que les Israéliens et les Palestiniens sont des parties égales. Même si on parle des accords d'Oslo, l'erreur importante qui a été commise, c'était qu'il n'y ait pas eu de reconnaissance égale des deux parties. Du côté des Palestiniens, leurs dirigeants ont reconnu Israël, leur droit d'exister. Mais le gouvernement israélien, lui, n'a pas reconnu le droit d'existence, d'autodétermination et de souveraineté des Palestiniens. C'est ça le vice des accords d'Oslo. Et je crois que c'est aussi la raison principale pour laquelle cet accord s'est soldé en un échec total. Et les conséquences de cet échec, c'est cette violence qui perdure dans la région. Il faut donc revenir au point de départ. Les Palestiniens, je crois, de fait, reconnaissent Israël, leur droit à exister, le lien entre le peuple israélien et la terre, y compris en Cisjordanie, les dirigeants ont accepté une division d'Israël, de la vieille ville, le mode d'alimentation, etc. On a déjà passé cela. Même le Hamas, avant la guerre, en 2017, avait accepté le principe d'un État palestinien selon les frontières de l'accord historique. Donc, de facto, ils acceptaient la solution à deux États. Aujourd'hui, l'idée est de regagner l'espoir. C'est ça le plus important. Et ça, c'est le rôle de la communauté internationale, pas du gouvernement israélien. La France a un rôle extrêmement important à jouer en Europe. Elle doit prendre les devants, montrer l'exemple au reste de l'Europe, pas que via la reconnaissance immédiate de l'État palestinien, si c'est important, mais il faut aussi mettre un terme à la politique israélienne d'annexation et de colonisation de la bande de Gaza.
de la Cisjordanie. Car toute reconnaissance de l'État palestinien ne sera pas suffisamment utile si elle ne s'inscrit pas dans une série d'autres mesures. Et ça fait partie de nos échanges avec les représentants français. Il faut réfléchir à ce qui pourra changer la situation. Pourquoi il faut reconnaître l'Espagne au même titre que l'Espagne, l'Irlande, la Norvège. Mais voilà, il n'en est rien ressorti. La France, tout d'abord, est une superpuissance. Elle est membre permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France peut mener les autres pays européens à reconnaître la Palestine. La France peut également signer des accords avec le Royaume-Uni et le Royaume-Uni, à son tour, pourra ainsi reconnaître la Palestine. Et de ce fait, il y aurait 4 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaîtraient la Palestine. Et le Royaume-Uni, à son tour, peut ensuite entraîner d'autres pays comme le Canada, l'Australie, le Japon ou d'autres. Donc, la France pourrait créer cet élan insubmersible de la reconnaissance de la Palestine. Cette reconnaissance devrait être adoptée for the two sides. For Israelis not pass beyond the 1967 borders because avec des conditions pour les deux parties. Pour Israël, l'Israël ne doit pas aller au-delà des frontières de 67, puisque ce sont les frontières reconnues internationalement par la France et par la communauté internationale. Et l'État israélien doit également respecter ses institutions, ses réformes, ses élections. Ça doit être un véritable État. L'Israël doit se comporter comme un véritable État. Ce sont ces conditions-là qui pourront rassembler les deux parties à adopter la solution à deux États et à promouvoir un processus pacifique entre les deux parties. Pour finir, je souhaite simplement dire qu'il est très important d'agir dès maintenant, puisque nous manquons de temps. Si nous attendons, nous ne serons plus pertinents, puisque le gouvernement israélien change systématiquement la situation sur le terrain pour éviter à tout prix la solution à deux États, et ce processus devrait être entravé par le biais de la reconnaissance immédiate et réelle de l'État palestinien pour convaincre la population que la violence ne fonctionnera pas, que la résistance armée ne fonctionnera pas pour atteindre leurs objectifs, pour convaincre la population qu'il n'y a que le processus politique et diplomatique qui puisse changer les choses. Merci. Je pense que nous pouvons tous convenir du fait que le conflit est asymétrique et que l'appel d'Israël à agir d'une certaine manière est clairement ce vers quoi nous nous tournons dans cette conférence. Et ce que nous disons d'ailleurs, c'est que cet appel doit également être dirigé vers tous les 193 États. Chaque État doit reconnaître les deux États. La duplicité qui existe actuellement entre le fait que des États appuient la solution à deux États mais n'en reconnaissent qu'un seul doit cesser. C'est impossible de continuer ainsi. Récemment, le ministre des Affaires étrangères, dans une réunion, lorsque nous avons exhorté vers la reconnaissance de la Palestine, la réponse était dites-moi quelles sont les frontières d'Israël et je pourrai vous dire quelles sont les frontières de la Palestine. Donc ce n'est pas une raison de ne pas reconnaître la Palestine. La semaine dernière, le 17, ou la semaine prochaine plutôt, le 17 juin, le président Macron ira à New York pour le sommet franco-saoudien, parrainé par Mohamed Ben Salman, dans le cadre de l'Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États. Nous nous attendons à ce que 90 pays soient représentés lors de cette conférence à New York la semaine prochaine. Israël, évidemment, ne participera pas. Si vous étiez participant de ce sommet franco-saoudien de l'Alliance mondiale, quel serait votre plan en 5 points? J'aurais besoin simplement de quelques minutes. Je vais commencer par quelques observations. Les frontières, comme l'identité, comme le discours, sont des éléments très flexibles. Bien qu'on pense que ce soit des éléments concrets, ils ne le sont pas.
le discours, les sondages, c'est finalement l'un des outils les plus flexibles de la politique moderne et on ne le reconnaît pas. Après la guerre de Yom Kippour de 73, ça a été la deuxième plus grande victoire électorale de Mapai. Mon grand-père a participé à l'époque, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la victoire était si importante. Et Godin a dit, nous n'aurons pas de paix tant que nous sommes vivants. Moshe Dayan a dit, il est préférable d'avoir une péninsule sionienne sans la paix que d'avoir la paix sans péninsule sionienne. Lorsque Salah Teraf, chef de cabinet, à l'époque, ne croyait pas que ceux en face bluffaient, il a mis des snipers sur le bâtiment de Napag. Et les enfants d'Israël, pendant ce voyage à Jérusalem, à Tel Aviv, etc., tenaient 2 drapeaux. Et des sondages montraient quelques jours plus tôt que 70% des Israéliens étaient contre la négociation. Que l'Égypte, à l'époque, puisque c'est de l'Égypte dont il s'agit, était opposée à l'État d'Israël. Mais ces manifestants portaient malgré tout les 2 drapeaux, le drapeau israélien et le drapeau égyptien. Aujourd'hui, nous n'avons pas de leader, nous n'avons pas de dirigeants, nous n'avons que des hommes politiques dans notre région. Et nous n'avons pas besoin de convaincre la majorité, nous devons convaincre suffisamment de personnes. Nous n'avons pas besoin de convaincre la majorité, nous devons simplement reprendre en main le champ des rêves. Ce n'est que par les rêves que nous pourrons changer la réalité. Voilà donc la première étape de mon plan, nous devons rêver pour la paix. Deuxième étape, nous devons convenir d'un terrain commun et de valeurs partagées, ce qui est déjà le cas, l'égalité, la dignité, la reconnaissance mutuelle, la réconciliation, la sécurité. C'est sur ces valeurs que nous pourrons bâtir nos rêves. Et la troisième étape, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, bâtir une coalition israélo-palestinienne et internationale. Sans votre appui, nous ne réussirons pas. Tout comme les catholiques et les protestants en Irlande du Nord n'ont pas pu le faire seuls, sans l'implication de l'UE et sans l'implication sans l'investissement de milliards d'euros pour mettre un terme au conflit en Irlande du Nord. Et l'UE n'aurait pas pu réussir sans le plan Marshall non plus à l'époque. L'UE n'aurait pas pu rebâtir l'Europe seule. Et nous ne réussirons pas seuls, donc nous avons besoin d'une coalition internationale. Quatrième étape, une feuille de route. Sans feuille de route, nous irons nulle part. Il nous faut un plan. Et cinquième étape, exécuter, mettre en œuvre le plan. Je sais donc aussi vous annoncer que nous disposons déjà d'un plan. Nous avons un plan et nous souhaitons le mettre en œuvre pour atteindre la paix d'ici 2030. 5 chapitres dans notre plan. Premier chapitre, j'en reviens encore au rêve, c'est la base. C'est de là que tout part. Et Israël sait rêver, puisque mes grands-parents étaient des pionniers sionistes qui ont émigré d'Europe. À l'époque, d'Europe de l'Est, à la fin des années 30. Ils sont arrivés à l'époque en Palestine avec un grand rêve, bâtir une terre israélienne après 2000 années en exil. Ils ont fait de nombreuses erreurs pour pouvoir bâtir leur rêve. Et donc nous devons recommencer à rêver aujourd'hui et amplifier ce rêve. C'est le deuxième chapitre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous devons amplifier ces rêves dans chaque salle, chaque conférence, chaque salle de classe. C'est pour cette raison que je suis présent ici aujourd'hui, que j'ai pris l'avion de San Francisco pour amplifier ce rêve de paix. Troisième chapitre, légitimiser la paix. Nous parlons beaucoup de légitimité du mouvement, il faut le légitimer. Nous avons besoin, le président Macron et d'autres dirigeants mondiaux, soient sur scène avec nous, pas seulement
pour nous parler, mais pour nous écouter aussi. Si vous continuez à nous ignorer, si vous nous écartez des salles de conférence, comme le font les Saoudiens dans leurs conférences, ils n'ont invité personne de la société civile la semaine prochaine. Nous devons participer aux conversations. Les experts de réconciliation, les experts de paix, des dirigeants spirituels, les dirigeants religieux doivent participer aux conversations, sinon, encore une fois, ce sera une occasion manquée. 4e chapitre, changement politique. Il faut investir, il faut cesser d'investir dans des outils de destruction. Tous les pays qui ne mettent pas en œuvre un embargo sur les armes vers Israël appuient la guerre à Gaza. Nous devons cesser d'envoyer des armes en Israël, nous devons envoyer plutôt des outils de réconciliation, de dialogue, d'initiative, de vie partagée. C'est ce que, c'est d'ailleurs le message du pape François aux Israéliens et aux Palestiniens. Un message d'espérance. Et dernier chapitre, la volonté politique qui doit être bâtie. Les négociateurs et les signataires du traité de paix que nous souhaitons d'ici 2030, comme je le disais, puisque comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est urgent. Nous ne pouvons pas attendre. Les statistiques aujourd'hui sont effrayantes. 60 000, on peut passer à 600 000, je ne veux pas dire 6 millions. Mais ça a commencé il y a moins de 2 ans. Et il y a 80 ans, les Juifs étaient envoyés dans les camps d'extermination en Europe, ici, à quelques kilomètres d'ici. Et ce n'est pas via des outils de destruction que nous pourrons mettre un terme à l'horreur de Gaza. Nous avons besoin de votre appui pour mettre un terme à cette guerre. Et je souhaite d'ailleurs finir par évoquer cette conférence entre le président Macron et MBS. Il doit être courageux. Il doit venir à Jérusalem pour reconnaître les deux peuples, le droit des deux peuples à la souveraineté, pour répondre aux peurs et aux traumatismes qui sont présents dans chaque Israélien. Chaque Israélien est plein de traumatismes, puis l'invasion, les holocaustes, les pogroms, le 7 octobre. Nous considérons comme la victime ultime, mais c'est un fait. Ces traumatismes existent. Et donc, pour y répondre, nous devons créer un sentiment de sécurité. Et j'invite donc le président Macron, MBS, et tous les dirigeants des pays du G7 et les dirigeants arabes ou musulmans à venir à Jérusalem, puisque nous avons besoin de vous pour bâtir la paix. Et d'ailleurs, je réponds simplement que Benjamin Netanyahou ne leur ouvrira pas les bras. Je souhaite simplement dire que pour ce qui est de rêver de paix, je fais partie d'une génération qui n'a aucune mémoire collective de la paix, ou d'un processus de paix. Benjamin Netanyahou a été mon Premier ministre presque toute ma vie. Quel désastre, dit Gershon Moskin. Mais je suis ravi d'être ici avec Ashraf, avec Leila, avec vous tous, puisque nous n'avons pas pu nous rencontrer en Israël ou en Palestine depuis 1 an et demi. Donc merci d'avoir organisé cette conférence et de pouvoir nous rassembler. Maintenant, je vais vous donner la parole. Vous n'avez pas besoin de poser une question, comme c'est le cas d'habitude. Vous pouvez simplement dire ce que vous souhaitez dire. Ce que je vais vous demander simplement, c'est d'être bref, s'il vous plaît, et de vous présenter. Nous avons des microphones qui vont arriver. Merci. Merci pour tout ce que vous avez dit. C'est une bonne base de discussion. Je m'appelle Dr Claudine Corral, je suis président de l'Institut pour la formation en intelligence interculturelle. Et j'ai essayé de lire entre les lignes. J'ai eu donc une question pour l'ex-président des prisons, M. Ashraf Ajarami. Vous avez dit que nous avons besoin de dirigeants courageux.
Il y a le problème des dirigeants israéliens, mais d'après vous, qui peut être le leader courageux, le dirigeant courageux du côté palestinien? Voilà ma question pour vous. Merci. Peut-être d'autres questions ou observations avant de donner la parole aux intervenants? Bonjour. Merci d'avoir organisé cette conférence et je remercie la France. Cet événement, j'espère que la France reconnaîtra très bientôt l'État de Palestine. J'ai une question pour Naomi, mon amie. Pour le sujet du jour, si vous pouviez réécrire un récit clé qui a façonné ou qui façonnera l'opinion publique en Israël aujourd'hui, de quel récit s'agirait-il? Que feriez-vous? Merci. Autre question ici, avec le micro s'il vous plaît. Daniel Galaham, directeur général de la Fondation Calab. Nous travaillons sur un projet qui s'appelle EPIC, dédié au dialogue entre l'Israël et la Palestine. Et nous souhaitons partager ces idées sur la scène européenne avec les dirigeants européens. Je viens de Berlin en Allemagne et vous avez évoqué le courage que vous attendez de Mohamed Ben Salman et du président Macron. Qu'attendez-vous de la part de l'Allemagne? Et je vous pose la question à vous tous, pas qu'à Maoz. Bonjour, merci d'avoir partagé tout ce que vous avez dit. Je m'appelle Kofer, je suis universitaire de Nablez. Je viens de Cisjordanie. J'ai vécu dans différentes villes en Cisjordanie, ce qui m'a permis de reconnaître le fait que les récits peuvent façonner un meilleur avenir pour les deux peuples. Mais j'ai d'ailleurs une réponse à apporter. D'après moi, ce dont nous avons besoin, c'est l'éducation et le dialogue. Ça paraît simple, mais ça nécessite beaucoup d'efforts pour être mis en œuvre. En Israël aujourd'hui, la droite a la main mise. Donc, comment mettre en œuvre une réalité différente, un point de vue différent du côté israélien pour façonner un nouveau récit quant à la Palestine et aux Palestiniens du point de vue israélien. Donc, je pose la question aux intervenants israéliens. Merci. Merci. Bonjour Lisa Rodowski de Haaret. Une question pour M. Ajrami. Vous avez dit que le Hamas avait, pour ainsi dire, reconnu la solution à deux États. J'aimerais en savoir davantage à ce sujet. Pensez-vous que le mouvement est légitime et qu'il soutient encore, entre guillemets, la solution à deux États, donc? Et ensuite, puisque vous étiez ministre des prisonniers, quid du Bay for Slay en Israël? C'est-à-dire ce que font les autorités actuellement pour répondre aux préoccupations européennes aussi. Quel sera l'avenir de cela d'après vous? Une autre intervention ici, à ma gauche. Merci. Une question pour tout le monde. Si vous pouvez simplement vous présenter. Vrom de Jaffa. Je représente l'initiative pour la paix, entre autres. Et je souhaite remettre en question le cadrage de ce panel. Puisqu'il y a une asymétrie, peut-être que plutôt que de parler de récits pour une reconnaissance mutuelle, peut-être que nous devrions nous concentrer sur la reconnaissance de l'occupant. Si cette reconnaissance de l'occupant, cette absence de la reconnaissance de l'occupant empêche la paix.
Peut-être que nous devrions travailler sur l'autodétermination des Palestiniens aux côtés d'Israël. On ne peut pas considérer que c'est une menace existentielle. Mais des récits sans projet politique, finalement, ce n'est que de la philosophie sur le monde. Le projet politique, c'est l'indépendance palestinienne et cette lutte pour l'indépendance palestinienne. Ne devrions-nous pas nous concentrer là-dessus lorsqu'on parle de récits, en particulier lorsqu'un génocide a lieu, avec l'appui actif de tous les pays occidentaux majeurs, y compris la France, jusqu'à ce qu'il y ait un embargo sur les armes. Tant qu'il n'y a pas d'embargo sur les armes, tout le monde est directement complice. Merci, Benoît Méribel, président de la fondation One Sustainable Health for All, l'Institut Pasteur. Je fais partie du CESE. Je suis donc ravi d'être ici avec vous pour ces débats. Il s'agit de la troisième assemblée, pour ainsi dire française, qui rassemble la société civile, et chaque semaine nous avons des débats dans le cadre d'ONG et de fondations. Donc j'ai une question pour vous tous. En gardant en tête ce que nous avons vu, j'ai passé 30 ans dans les pays en guerre civile, la Libérie, la Somalie, etc. Le Libéria, la Somalie, etc. Nous avons vu qu'évidemment, la paix est signée par les hommes politiques lorsqu'ils sont prêts, mais la paix émane de nous, la population. C'est très clair. Les hommes politiques ont besoin de nous. Et nous en avons besoin concrètement, puisque lorsque les gens ont peur, ils se tournent vers les extrémistes. C'était le cas en Yougoslavie, dans de nombreux pays, on le sait bien. Donc ma question est la suivante. Comment mettre en œuvre un plan d'action du point de vue de la société civile? Nous sommes dans un monde moderne, technologique. Comment pouvons-nous être plus forts ensemble en garantissant la sécurité de tous, peu importe leur camp? C'est un rêve, vous l'avez dit, mais ça doit être la base. Et pour réussir, nous devons être convaincus que c'est possible de le faire. Nous avons les outils pour le faire dans le monde dans lequel nous vivons, donc je n'ai pas de solution à vous apporter, mais je pense que la suite à cette conférence ne dépendra pas en premier lieu des hommes politiques comme Macron, mais dépendra en premier lieu de nous-mêmes. Je commencerai par vous répondre à vous deux. Alors pour l'Allemagne, je m'attends à ce que l'Allemagne réalise que l'Allemagne et Israël ne partagent plus les mêmes valeurs aujourd'hui. La politique israélienne est fondée sur la suprématie juive, l'annexion et le nettoyage ethnique. Voilà les valeurs actuelles d'Israël. Si l'État d'Allemagne continue à appuyer sans condition l'État d'Israël, cela mènera à la destruction d'Israël. Et 80 ans après l'Holocauste, vous aurez des réfugiés juifs en Allemagne. Voilà ce à quoi cela mènera. Votre appui sans condition, votre appui inconditionnel envers l'État d'Israël. Et je dis cela à tous les représentants du gouvernement allemand que je rencontre. Et je le dis depuis 18 mois maintenant. L'Allemagne devrait rejoindre le Royaume-Uni, le Canada et d'autres pays dans les sanctions pour le gouvernement israélien. L'Allemagne devrait mettre en place un embargo sur les armes vers Israël. Si nous sommes votre meilleur ami et que nous sommes ivres, alors vous n'allez pas nous donner les clés vers votre dernière voiture, vers votre BMW, si on n'est pas en capacité de conduire. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Donc voilà ce que j'attends de la part de l'Allemagne. Et monsieur, dont j'ai oublié le nom, nous créons une coalition. Donc nous souhaitons poser des jalons pour atteindre la paix d'ici 2030. Et dans les prochains jours, nous annoncerons le deuxième People Summit qui aura lieu en mai 2026, suite au premier sommet pour la paix qui a été couronné de réussite avec de nombreux participants israéliens, palestiniens et autres qui sont venus pour appuyer et endorser
nos efforts, appuyer et reconnaître nos efforts. Et nous encourageons M. Macron d'ailleurs à venir participer à ce sommet pour la paix, peu importe ce qu'en pense Netanyahou. Oui, je souscris pleinement à ce que vous avez dit devant. Ce n'est pas que nous ne comprenons pas l'importance des récits, qu'il est important pour chaque partie de s'écouter les uns les autres. Mais je m'attends d'ailleurs à ce que les débats soient plus apaisés, évidemment, si nous avons la paix, plutôt que l'inverse. Mais pour pouvoir atteindre la paix, il faut être sérieux. Il faut reconnaître le fait que le problème, ce n'est pas vraiment les récits, d'après moi. Remettre toujours sur la table la question des récits peut finalement masquer le véritable problème et donc les véritables solutions. Le problème, c'est un problème politique, un problème de puissance. Il y a un occupant qui dispose de tout pouvoir sur une autre population. Donc politiquement, nous pourrions aller beaucoup plus, nous pourrions agir beaucoup plus rapidement grâce à la reconnaissance. Et je réitère que les Gazaouites qui n'ont pas pu venir aujourd'hui souhaitaient vous exhorter à reconnaître la Palestine pour que ce soit le premier jalon pour pouvoir mener des discussions qui aient du sens en faveur de la paix. Comme l'a dit Moaz, cessez d'armer Israël, faites tout ce que vous pouvez pour limiter, réduire le pouvoir d'Israël actuellement, puisque ce pouvoir ne crée que de la destruction et ne crée qu'un potentiel supplémentaire pour limiter les possibilités de paix à l'avenir. Donc nous avons besoin de tous ces efforts le plus rapidement possible. Merci Leila Ashraf. Je vais répondre à votre question sur les dirigeants palestiniens courageux. Qui sont-ils? Je pense que malgré les critiques envers le président Mahmoud Abbas, il est le dirigeant le dirigeant modéré le plus courageux. Il était sur le point de signer un accord avec Barak, entre autres, et ils ont mis un terme aux négociations en raison d'élections anticipées et en raison d'un passage en prison pour le deuxième. Mais actuellement, donc je dirais que Mahmoud Abbas et Bialo sont ceux qui sont en faveur de la solution à deux États et sont prêts à signer ce type d'accord. Donc du point de vue des dirigeants palestiniens, il n'y a pas de problème pour signer cet accord. Ensuite, pour la question des prisonniers, qui est essentielle d'après moi, les revendications israéliennes selon lesquelles les paiements palestiniens pour les prisonniers encouragent la violence, c'est totalement faux. J'ai été ministre des prisonniers entre 2007 et 2009. La période pendant laquelle nous avons commencé à accroître les paiements pour les familles de prisonniers, de martyrs et toutes les familles palestiniennes pauvres. Et pendant cette période, nous n'avons jamais eu autant de sécurité. Le gouvernement Salam Fayyad, le gouvernement de Ehud Olmert, et la situation a changé lorsque Benjamin Netanyahou a pris le contrôle du gouvernement israélien à partir de 2014. Je vais vous couper ici, Ashraf, simplement parce que nous manquons de temps. Vous pourrez continuer ces discussions plus tard. Et donc, troisième élément très bien, concernant le rôle de l'Allemagne, troisième question plutôt, concernant l'Allemagne. Nous sommes en contact avec les représentants allemands et malheureusement, l'Allemagne aujourd'hui tente de ramener le président Macron vers leur point de vue, plutôt que de prendre la direction du point de vue français. Donc ce dont nous avons besoin, c'est que la France et l'Allemagne soient en faveur
d'un accord fort, à commencer par la reconnaissance de l'État palestinien. Si vous êtes simplement engagé en faveur de la sécurité d'Israël, comme l'Allemagne l'a dit, alors vous devez être en faveur d'une solution à deux États. La solution à deux États est la seule manière d'apporter, de garantir la sécurité pour Israël et de garantir la stabilité de la région et de répondre positivement aux intérêts européens, puisque ce qu'il se passe dans notre région a une incidence immédiate sur l'Europe. Donc si vous souhaitez que l'Europe soit stable, soit sûre, et qu'Israël soit stable et sûr, alors vous devriez rejoindre le processus de reconnaissance, rejoindre les efforts français du président Macron. Alors, pour votre question sur comment donner plus de pouvoir au peuple, je crois que ce genre de manifestation, donner une voix aux Israéliens et aux Palestiniens, de les intégrer dans les processus diplomatiques et celui qui va se dérouler la semaine prochaine à l'ONU, c'est très important. Avoir le résultat, la production de cette conférence sur la table lorsque les pays vont en discuter. Parce que l'idée, c'est de ne pas parler de nous sans nous. Nous sommes là, nous avons une voix, une opinion, une expérience, et nous devons nous saisir de notre propre destin, et la communauté internationale doit nous suivre. Au-delà de cela, ce n'est pas que la société civile de façon générale qui devrait être intégrée dans les processus diplomatiques, aussi les organisations de droits des femmes qui en ont marre de devoir réclamer un siège autour de la table. Voilà pour votre question. Et pour la question de Maha, je vais devoir y réfléchir un peu plus longtemps, mais je crois qu'une des opportunités qui est émergée du 7 octobre, c'est l'effondrement de cette idée que la gestion du conflit va nous rapprocher de la sécurité. Le récit que l'on construit doit partir des besoins des personnes sur le terrain. Et or, ce besoin aujourd'hui, c'est un besoin de sécurité et de sûreté. Il faut donc partir de là et profiter de cette opportunité qui se présente à nous. Ce genre de gestion de politique publique n'a pas apporté la sécurité aux Israéliens et aux Palestiniens. Donc nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour arrêter d'enterrer nos enfants. Bien. Pour conclure très rapidement, j'aimerais vous parler de leadership palestinien et israélien. Il n'y a pas de boîte magique d'où un génie va sortir avec une baguette magique pour tout résoudre. Ce qui est certain, c'est que les Palestiniens doivent pouvoir organiser des élections. Les Palestiniens n'ont pas pu voter depuis 2006. Le peuple palestinien a le droit de pouvoir décider qui les représente. Il faut organiser des élections. Ça sera la seule façon d'unifier les Palestiniens. Et c'est la seule façon de trouver des leaders palestiniens qui vont diriger leur peuple vers un avenir pacifique. Et donc l'appel de cette conférence est qu'il faut organiser des élections palestiniennes. Deuxième commentaire renvoie à la question plus globale de l'éducation. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a une chose que nous pouvons faire et que je ne comprends pas pourquoi nous ne le faisons pas et qui ne devrait même pas être controversé, c'est que les Israéliens et les Palestiniens devraient apprendre l'arabe et l'hébreu à l'école dès la maternelle. Ça n'a aucun sens de ne pas le faire. Ce sont des langues sœurs. Si on parle une des langues, on connaît déjà des centaines de termes dans l'autre. Ça ne devrait pas être controversial. Et il faut véritablement changer notre attitude et notre compréhension de la région. Merci à mes panélistes et merci à vous d'avoir participé à cette table ronde.